Bonjour à tous et merci d'être là ce matin. On va parler, donc on est presque à la date anniversaire, qui était le 25 mai, me semble-t-il. Michel Stern, c'était bien ça, non? 25 mai. 25 mai. Oui, merci. Donc on est vraiment presque à la date anniversaire donc, de la mise en œuvre de la RGPD dans l'espace européen. C'est un sujet qui nous avait beaucoup intéressé, sur lequel on a eu beaucoup de travaux là, en 2017 et 2018, bon, partout bien évidemment dans toutes les entreprises, mais aussi tout particulièrement au sein du club. On va donc aujourd'hui faire un petit point d'étape sur ce sujet avec des angles divers, puisqu'on aura à la fois Michel Stern qui va nous redonner un regard de juriste, d'avocate, et puis tout un ensemble d'intervenants qui seront un peu plus sous un angle IT. Alors un tout petit mot aussi sur la particularité finalement de ce rendez-vous ce matin. Initialement, c'était ce qu'on appelle dans le cadre du fonctionnement du Club Urbain EA une journée professionnelle qui correspond un peu à un point d'étape de mi-année sur les actions du club dans le courant de l'année. Et on se retrouve bien évidemment en présentiel pour ce type de réunion. Alors, cette année, ça n'est pas possible. Et donc, on a cet événement ce matin, un grand webinar. Bon, alors, rassurez-vous, on fera quand même une petite pause au milieu de l'événement. Je vais vous le présenter dans le cadre de la feuille de route de la matinée. Et puis cet après-midi, bon, déjà on aura eu toute une matinée en ligne, il n'était pas question de poursuivre cela. Donc le deuxième volet de la journée, on l'a transformé en un rendez-vous matinal, un court rendez-vous matinal la semaine prochaine, tous les matins de 8h45 à 9h30, où on pourra échanger sur nos projets en cours, voir où ils en sont et poser des questions, apporter des éléments de réflexion. Donc ce matin, on aborde un sujet complexe, je pense qu'on le sait tous ici. C'est une réglementation particulièrement riche, particulièrement innovante aussi, comme ne l'oublions pas. Elle a attiré beaucoup de choses au sein de la communauté européenne et au-delà dans le monde avec le développement d'autres réglementations si similaires. Adrien Jamet d'ailleurs pourra qui intervient chez Geodis et qui pourra nous faire un retour aussi sur la façon dont cela implique les entreprises internationales avec ces diversités de réglementation sur les données personnelles. Donc on va parler de beaucoup de choses ce matin, de gestion des consentements, de droit à l'oubli, on parlera peut-être aussi de notification de violations suite à des intrusions, de privacy by design, de droit d'accès, etc. Les sujets sont très très riches et ils sont tous en liaison, bien évidemment, avec le système d'information. Donc cette réglementation se met en œuvre au sein de nos entreprises avec deux locomotives, on va dire, majeures au sein de l'entreprise. La direction juridique, en général, au sein de laquelle officie le Data Protection Owner. Enfin, en tout cas, dans la plupart des organisations, il est positionné au sein de cette instance. Et puis la direction des systèmes d'information. Alors, ce sont les deux locomotives, on va dire, de la mise en œuvre de la RGPD dans nos entreprises. Et bien évidemment, ce ne sont pas les seuls acteurs. La direction générale et l'appui, le sponsorship qu'elle donne, ou la mise en avant de l'importance de la conformité à la RGPD tire énormément de choses. Et puis aussi, bien évidemment, les directions métiers, dans leurs propres relations avec les données personnelles qu'elles brassent, qu'elles utilisent ou qu'elles créent, et la façon dont elles suivent, on va dire, les recommandations du DPO ou les recommandations de la DSI par rapport à ça, sont un élément majeur. Ce matin, on a une matinée particulièrement riche. Tout d'abord, Michel Stern, bon, je vous laisserai vous présenter plus dans le détail, et Eric Guéquer vont remettre un petit peu en perspective à la fois les fondamentaux de la réglementation, du règlement RGPD, j'ai toujours tendance à confondre entre le ou la, et les fondamentaux de sa mise en œuvre, et aussi donner un premier point de vue sous l'angle des architectes d'entreprise. On a souhaité, en organisant ce webinaire aussi, qu'il y ait pas mal d'interactions, je dirais, à la fois, donc n'hésitez pas à poser des questions, ça c'est les premières interactions, je dirais, qui donnent la richesse à ces webinaires, et qu'on a aussi donc des séquences
de brainstorming klaxoon. On va en avoir 2 dans le courant de la matinée, à la fois sur le partage de vos expériences sur la mise en œuvre de la RGPD. Et puis un petit peu plus tard, avant la pause, on aura un focus tout particulier pour apprécier, avoir vos témoignages sur la collaboration entre DPO et architectes d'entreprise. Mais après le premier brainstorming klaxoon, donc on va avoir Romain Gauthier de Didomi qui va nous parler gestion des consentements. Ils ont des propositions très originales pour gérer ce sujet particulièrement délicat et transversal dans l'entreprise et dans les systèmes d'information. Donc ça, ce sera le deuxième témoignage majeur. À 10h30, on prendra une respiration pour pouvoir traiter quelques urgences, se délasser un peu physiquement, voilà. Pour reprendre à 10h45 avec deux témoignages majeurs. Donc, je l'évoquais à l'instant, celui d'Adrien Jamet, Group Data Protection Officer chez Geodis, sur la maîtrise des réglementations sur les données personnelles dans un groupe international, et en regard donc d'une multiplicité de réglementations sur les données personnelles dans différents pays. Et puis Marie-Laure D'ailleurs-Marin de Covea. Donc Covea, alors, tout le monde ne le connaît pas au nom du groupe, quoique maintenant ça commence à être très connu. Donc Covea, donc le groupe d'assurance qui coiffe MMA, la MAF, GMF, et donc avec des problématiques délicates, on va dire, d'une multiplicité de systèmes d'information issus historiquement des différentes enseignes, et comment dans ce contexte-là arriver à mettre en place à la fois des principes et des patterns d'architecture pour bien conserver, mais aussi bien purger les données personnelles, qui est bien évidemment un sujet complètement majeur. Donc voilà pour le programme. Je vais laisser la main à Michel et Eric. Bonjour à tous. Donc voilà, nous avons le plaisir d'avoir un petit peu cette séquence un peu introductive de la matinée et que l'on a voulu avec Michel Stern placé sous le double regard du réglementaire et globalement de l'organisation. Sachant que on a un auditoire surtout d'architectes d'entreprise et que je ferai également un zoom sur le volet lien sur l'architecture d'entreprise. On est parti pour une séquence de 45 minutes. Alors, on va commencer peut-être commencer d'abord par se présenter. J'ai le plaisir donc de faire cette intervention donc avec Michel Stern. Je te propose de te présenter. Bonjour, je suis avocate en droit commercial et de la propriété intellectuelle. Donc effectivement, j'accompagne mes clients sur leur politique contractuelle, sur leurs problématiques d'exploitation de leurs IP, de leur propriété intellectuelle. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à m'intéresser à la protection des données depuis un certain temps. Et depuis ces dernières années, donc j'ai accompagné certains de mes clients dans leur mise en conformité avec la réglementation. Et effectivement, c'est intéressant aujourd'hui de faire un point d'étape après 2 années d'application du règlement. Merci. Donc, je suis moi-même, certains d'entre vous me connaissent, donc je suis un des directeurs associés d'Oresis, en charge de tout ce qui est conseil auprès des DSI, la coordination de ces activités-là. Je suis aussi un expert RGPD, je suis responsable vie privée à Oresis. Voilà. La diapositive suivante, c'est un rappel des grands enjeux de la RGPD. Alors, je ne vais pas la recommenter. Je pense que Michel, dans son introduction, a déjà un petit peu rebrossé le sujet. Peut-être deux sujets qui ont fait fortement se mobiliser les entreprises. C'est que ce règlement, effectivement, faisait l'objet de potentielles sanctions. Et je pense que Michel va revenir dans son exposé sur la réalité de ce qui s'est passé en termes de sanctions. Et vous verrez que il y a effectivement des sanctions et qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires du groupe. Donc effectivement, ça c'est un premier point qui avait fait que les années ou les mois qui ont précédé ce mai 2018, il y a eu quand même beaucoup de travail réalisé dans les entreprises, une transformation assez complexe finalement, des sujets pointus qui étaient mis en évidence, et puis peut-être également du point de vue de la DSI, une problématique liée au shadow IT, qui ont été encore plus cruciales en fait à cette époque. Et comme on le verra en termes d'architecture d'entreprise, les architectes étaient finalement
un interlocuteur un peu privilégié avec le RSSI dans les DSI. Alors, peut-être le premier temps que l'on vous propose, c'est de refaire un peu un bilan, 2 ans après, sur le volet réglementaire. Alors, sur le volet réglementaire, bon, sans rentrer trop dans les détails de tous les points de la réglementation à ce stade, ce qui me paraît intéressant à souligner aujourd'hui, c'est que le corpus juridique, il est assez complet, puisque nous avons donc le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, donc le RGPD qui entre en vigueur, mais qui aussi a été complété par un décret. À côté de ça, nous avons en France la loi informatique et liberté de 78 qui, elle, a été mise à jour, réécrite, complétée par ordonnance, etc. Donc, sur les textes, on a quand même un ensemble complet, accompagné, et il ne faut pas l'oublier parce que c'est important, de ce qu'on appelle des éléments de soft law, c'est-à-dire des éléments d'information qui n'ont pas une valeur directe, qui ne sont pas une source directe de droit, ce n'est pas la loi, mais qui ont une importance, qui ont une force de contrainte et d'obligation sur les entreprises. Et on verra que ça peut être mis en cause. Et là, notamment, c'est le rôle de la CNIL. Alors, le rôle de la CNIL, il est très intéressant. Si on essaye de se documenter, de comprendre, parce qu'on a tous des questions d'interprétation et sur l'application de ce règlement, la CNIL a fait quand même un gros travail de pédagogie, elle propose beaucoup d'outils, des recommandations, des lignes de conduite, également des modèles de documents. Et c'est une bonne source d'information. Non seulement ça explique, mais en plus, c'est une bonne source d'information pour qui veut comprendre, aller un peu plus loin dans la compréhension des textes et justement pour mettre en place la conformité à ces textes. À côté de ces éléments donnés par la CNIL, c'est intéressant aussi de consulter ce que font les homologues de la CNIL, c'est-à-dire les autorités de contrôle des autres pays européens, qui donnent eux aussi un corpus documentaire assez intéressant et assez complet et assez riche. Et ne pas oublier non plus en termes de réglementation le rôle du Comité européen à la protection des données, qui est l'ex-groupe article 29 du règlement, enfin peu importe. En tout cas, c'est un organisme dont l'objectif est de mutualiser, d'harmoniser l'application du RGPD dans tous les pays européens. Le corpus réglementaire, encore une fois, il est assez étoffé aujourd'hui, il est complet, mais il doit évoluer encore. Sans reprendre tous les points du RGPD, j'ai voulu souligner 3 points de vigilance qui m'apparaissent quand même importants à garder en tête parce qu'il va y avoir des développements là-dessus nécessairement, à mon avis, en tout cas d'un point de vue juridique. Le premier point, c'est le principe fondamental du RGPD, la responsabilisation des acteurs. Responsabilisation des acteurs, c'est le fameux principe de accountability dont on nous parle. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire des obligations et ça veut dire des sanctions. Les obligations, c'est quoi? Eh bien, l'opérateur, au moment de faire un traitement de données, de concevoir un traitement de données, il doit faire d'abord une évaluation du risque. Quel risque? Le risque potentiel pour les personnes que peut présenter le traitement de données qu'il envisage de faire pour ce qu'on appelle les personnes concernées, les data subjects, c'est-à-dire les personnes dont les données personnelles vont être collectées et traitées. Ce principe de responsabilité, c'est le principe fondateur du RGPD, dans la mesure où autrefois, comme vous savez, il fallait faire des déclarations à la CNIL, on obtenait une autorisation préalable et ensuite on pouvait faire le traitement. À présent, le principe, c'est la liberté, l'autonomie des acteurs. Et le corollaire de la responsabilité et de la liberté, de l'autonomie et de la liberté, c'est évidemment la responsabilité. Cette autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartient à l'opérateur de déterminer lui-même, donc de faire lui-même son évaluation de risque, et à partir de cette évaluation de risque, de décider de quelle manière, quels moyens il va mettre en œuvre pour être en conformité avec les prescriptions du RGPD en France et de la loi informatique et liberté, mais également, autre obligation, donnée par le RGPD, être en conformité, mais également pouvoir démontrer qu'on a été en conformité. Comme je disais, le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité, et il existe donc des sanctions. Le RGPD met en place 2 types de sanctions. Une sanction administrative, c'est les amendes que la CNIL peut infliger. Comme disait Eric, ces amendes, elles sont réelles et elles peuvent être très lourdes. Elles ont été augmentées par rapport au régime antérieur, c'est 10 à 20 millions d'euros et jusqu'à 4% du chiffre d'affaires groupe de l'entreprise. Donc, ça peut être très élevé. Ce sont de véritables sanctions. À côté de ces amendes administratives, il existe aussi une responsabilité de nature judiciaire. C'est-à-dire, l'amende administrative, elle va sanctionner le manquement à la réglementation, le manquement à la loi, à la règle la responsabilité
d'ordre judiciaire, c'est de la responsabilité civile, c'est la réparation du dommage. Donc la personne qui aura subi un dommage à cause de la manière dont ses données personnelles auront été traitées, va pouvoir demander l'attribution de dommages-intérêts en réparation de ce dommage. Or, quand on regarde aujourd'hui les textes et les débuts d'application du RGPD et la mise en œuvre de ces sanctions, il y a deux problèmes qui nous apparaissent, en tout cas à nous juristes, mais qui ont des conséquences évidemment opérationnelles. C'est d'une part que la définition du manquement, elle est parfois floue. Et d'autre part, que la manière d'administrer la preuve, soit la preuve du manquement, soit la preuve de la conformité, elle est également pas très clairement décrite ou dessinée. Le manquement flou, je vous donne des exemples. Par exemple, en matière d'évaluation du risque, on va nous dire qu'il faut faire un PIA lorsqu'il existe un potentiel risque élevé pour les personnes. Mais le risque élevé, ce que constitue un risque élevé, c'est laissé à l'appréciation subjective d'une part des acteurs, puis d'autre part du juge qui devra en connaître. Autre élément, par exemple, la désignation d'un DPO. On dit, Data Protection Officer, on dit que c'est obligatoire lorsque l'entreprise envisage de faire des traitements à grande échelle. Comme ça, quand je lis le texte, je ne sais pas quand considérer qu'un traitement est à grande échelle. Alors, il y a différents critères pour le déterminer, mais en tout cas, le texte lui-même nous aide peu à définir ça. Et le problème, c'est que c'est sur ce fondement-là que des responsabilités, des amendes risquent d'être imposées. Parce que s'il y a manquement, il y aura une vraie sanction. Et le deuxième souci que je vois, moi, d'un point de vue juridique, c'est sur l'administration de la preuve. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails juridiques, mais bon, le principe de base de la responsabilité civile, c'est que quelqu'un commet une faute, quelqu'un d'autre subit un dommage, et le dommage doit être réparé par celui qui commet la faute si c'est à cause du dommage, si c'est à cause de la faute que le dommage a été causé. C'est ce qu'on appelle le lien de causalité. Donc, pour qu'il y ait responsabilité civile en droit, il faut une faute, il faut un préjudice et il faut un lien de causalité entre les deux. C'est-à-dire que le préjudice soit causé par la faute. Normalement, c'est celui qui l'invoque, c'est la victime, entre guillemets, qui doit prouver ce lien de causalité et qu'il a subi un préjudice à cause de cette faute. Mais là, dans le RGPD, une des obligations fondamentales de l'opérateur, c'est d'être en mesure de démontrer la conformité. Donc ça veut dire que la preuve est sur lui. Je ne veux pas, encore une fois, aller trop loin là-dedans, mais ça nous pose un véritable problème d'interprétation juridique au moment où on en arrive à une mise en œuvre judiciaire de la responsabilité des acteurs. Là-dessus, d'un point de vue tout à fait opérationnel, la recommandation qu'on peut faire, c'est qu'il est très important de documenter la conformité. Faire les PIA, pas à tour de bras, pas pour n'importe quoi, parce qu'il faut quand même appliquer un critère de raison, un critère de bon sens à l'application du RGPD. Si le traitement de données personnelles dont on parle, c'est uniquement le traitement des adresses e-mail et des numéros de téléphone professionnels de l'interlocuteur qui représente vos co-contractants, c'est moins grave que si l'objet même de votre activité consiste à traiter des données personnelles, bien évidemment. Donc un critère de raison, mais quand même documenter chaque fois qu'il est possible, enfin tout le temps d'ailleurs, la conformité. C'est à ça que servent les PIA, c'est à ça que sert le registre, c'est à ça que servent les audits préalables, et c'est à ça que servent également ce que vous allez voir, ce dont on va parler plus tard, de privacy by design et by default. Donc voilà, premier point sur la responsabilité, alléger flou juridique encore aujourd'hui. Deuxième point de vigilance, à mon avis, c'est la relation entre responsable de traitement et sous-traitant. Le sous-traitant, au sens du RGPD, n'est pas exactement défini de la même manière que le sous-traitant au sens opérationnel que vous connaissez. On a un contractant principal qui, pour une mission, pour un client, va sous-traiter, confier une partie du travail à un tiers, ce sera le sous-traitant opérationnel. Au sens du RGPD, on a le responsable de traitement, c'est celui qui définit la finalité du traitement, pourquoi il veut faire un traitement de données, et c'est également celui qui définit de quelle manière ce traitement de données doit être fait. Donc le sous-traitant, au sens du RGPD, ça va être la personne qui va appliquer les instructions du responsable de traitement et exécuter, mettre en œuvre ce que le responsable de traitement aura défini en termes de finalité du traitement et en termes de mise en œuvre des moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sous-traitant, dans le RGPD, dans la loi informatique et liberté, il a des véritables obligations. Il doit d'abord se conformer aux instructions qui lui sont données. Il doit ensuite, ou en même temps, il n'y a pas d'hiérarchie,
Et il doit aussi se conformer à la réglementation. Et qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il a également une obligation de conseil qui est importante parce qu'il doit alerter son responsable de traitement si les instructions qu'on lui donne sont susceptibles de constituer une infraction à la réglementation. Donc il a quand même 3 rôles réels. Et ces 3 rôles réels, ils vont être sanctionnés de la même manière que le responsable de traitement, par le même type de sanction, s'il n'a pas suivi les instructions, s'il n'a pas suivi la réglementation. Et cette responsabilité, en termes juridiques, on dit qu'elle est in solidum, ce qui veut dire que la personne qui en est victime peut demander réparation, peut agir contre l'un ou l'autre, du responsable de traitement ou du sous-traitant, et quitte ensuite pour celui qui aura été condamné à faire un recours contre l'autre. Donc c'est une responsabilité importante. Donc ma recommandation à ce sujet, c'est qu'il faut absolument contractualiser entre responsable de traitement et sous-traitant pour faire éventuellement jusqu'à faire une matrice de responsabilité pour déterminer le rôle de chacun, préciser comment les instructions sont données, etc. Sur l'international, on en parlera plus tard, juste à dire que beaucoup de pays appliquent la réglementation. Certains pays deviennent quand même réticents à faire affaire avec l'Europe à cause de cette réglementation et qu'il va y avoir certaines contradictions à traiter dans la mesure où des pays comme la Chine ou la Russie, pour certains traitements, demandent un hébergement local des serveurs, ce qui peut être en contradiction avec la règle du RGPD selon laquelle les serveurs doivent être à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ou dans des pays avec une réglementation dite adéquate. Passons aux sanctions, en effet. La CNIL vient de faire paraître son rapport il y a même une semaine, je crois, donc vous aurez des chiffres plus précis sur les tendances des sanctions en France. De manière générale, ce qu'il faut en dire, c'est que les statistiques au niveau européen ne sont pas totalement complètes et totalement fiables parce que toutes les décisions ne sont pas publiées. Qu'il faut noter qu'il y a des actions de groupe qui sont possibles, donc pas seulement un individu victime, mais aussi une association ou un groupe, ce qui donne plus de poids à la recherche de responsabilité. Que les grilles des amendes, elles ne sont pas encore fixées partout. L'amende qui va être appliquée, elle va dépendre d'un certain nombre de critères. Par exemple, parmi les critères, ça va être la nature de la donnée, plus ou moins sensible, la gravité de l'infraction, mais également le chiffre d'affaires de la personne morale incriminée. Donc, faire attention à ce genre de choses. Dans les décisions qu'on observe, le principal montant d'amende, 50 millions, c'est contre Google et c'est la CNIL qui l'a prononcé, pour des faits qui ont trait au détournement de finalité des données, c'est-à-dire on prend des données pour un objectif A et on les utilise pour faire de la publicité ciblée ou d'autres finalités qui n'ont pas été, dont la personne concernée n'a pas été informée, et manquement au consentement. Si on essaye de synthétiser les principaux comportements qui sont sanctionnés, donc on a la sécurité des données, les données qui sont divulguées sans autorisation, les problèmes de transparence de l'information et de recueil du consentement, et on en parlera plus en détail plus tard, également la durée de conservation. À ce sujet, le référentiel de la CNIL, le dernier datait de 2012, il est en train d'être refondu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et tout ce qui a trait au déréférencement, on en parlera aussi un peu plus tard. À noter, la Quadrature du Net a fait un recours contre la CNIL en considérant que cette soft law, donc ces recommandations de la CNIL sur un domaine dont on parlera un peu plus tard, de l'e-privacy et du recueil du consentement, la Quadrature du Net considérait que la CNIL commettait un excès de pouvoir en mettant en place un plan d'action qui devenait aussi contraignant qu'une loi. Bon, le recours a été rejeté, mais c'est quand même intéressant de noter cette dimension-là. Enfin, les perspectives, il y a beaucoup de perspectives. Sur le plan, à quoi s'attendre en 2020, sur le plan réglementaire, il y a les problèmes d'entrée en vigueur du règlement e-privacy. La CNIL a anticipé en fait la mise en œuvre de ce règlement et a pris des décisions déjà d'application sur les cookies, la réglementation des cookies, et ça s'applique uniquement aux cookies non nécessaires, donc déposés par un site sur un autre site pour suivre les pages du deuxième site et collecter les datas des visiteurs. C'est le ciblage publicitaire. La CNIL met en place un plan d'action avec une période transitoire de 6 mois et après l'application de sanctions à suivre. À suivre aussi ce qui sera fait après le Brexit, après la fin de la période transitoire. L'Angleterre sera considérée comme un pays tiers et avec un certain nombre de conséquences. De plus en plus, il y a des codes de conduite qui s'appliquent, une normatisation
et une certification des acteurs. Ça va être intéressant à suivre sur le plan professionnel dans les milieux professionnels divers, de constituer des codes de conduite et des critères, en fait, de ce qu'est le risque élevé, etc., pour avoir une aide à la réglementation pour essayer de rendre plus lisibles les prescriptions du règlement. Ça, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une certification possible, une accréditation possible des DPO, comme certificat de compétences pour les DPO. Je laisse de côté pour l'instant les libertés fondamentales, la surveillance, c'est ce dont on parle beaucoup avec le Covid, Stop Covid, l'application, etc. L'articulation nécessaire entre les deux. Là-dessus, le Comité européen a fait paraître un livre blanc et il y a des développements très intéressants au niveau européen là-dessus. Et enfin, la commercialisation des données, c'est sur la base de l'association du philosophe Koenig, qui dit qu'au lieu de donner ces données personnelles à des réseaux sociaux qui vont, eux, les commercialiser, pourquoi ne pas vendre les données en contrôlant pourquoi on les vend et ce qu'on en fait. Bon, c'est un développement à venir. Donc, sur les thèmes qui vont être traités d'ailleurs après, il va y avoir la publicité ciblée, il va y avoir le recueil du consentement et il va y avoir tout ce qui est déréférencement. Donc, je propose de développer un peu plus tard s'il y a lieu en fonction de vos questions, puis en fonction des développements plus opérationnels qui vont suivre. Voilà, j'espère que j'ai tenu. Merci Michel. Effectivement, une activité dans le monde réglementaire et juridique très importante. Et je retiendrai peut-être un point là dans les perspectives et sur lesquelles il faut certainement pour beaucoup d'entreprises qui sont autour de ce webinaire, qu'on ait un regard plus particulièrement, c'est tout ce qui va être données personnelles dans le cadre effectivement d'un usage B2B ou B2C, hein, et effectivement tout ce qui a trait à la publicité ciblée, où on sent que ça va bouger, quoi, hein. Alors, on va vous donner la parole juste une première fois via Klaxoon. Première question, c'est, comme l'a évoqué Michel, ce règlement RGPD, il suppose en fait un regard intelligent finalement sur les traitements qu'on met en œuvre, et donc une évaluation du risque, hein, traitement par traitement et globalement, hein. Et donc la question qu'on veut vous poser là, c'est est-ce que vous pensez que dans votre entreprise, le bon niveau d'investissement a été mis en œuvre au regard du niveau de risque RGPD spécifique à votre entreprise, hein. Donc on a effectivement, il y a rien d'absolu dans le RGPD, il y a effectivement un certain nombre de choses minimales requises, mais globalement, il y a certaines entreprises qui ont des traitements plus sensibles. Et donc, est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt, donc là, il y a une échelle, hein, dans la question, et est-ce que vous pensez que vous êtes effectivement plutôt bien parti et qu'on est au bon niveau d'investissement, ou vous pensez qu'on est quand même plutôt encore en risque? Deuxième question, c'est dans votre entreprise, donc là également question générale, et Michel, dans un klaxon un peu plus tard, va revenir sur cette question, mais là c'est plus une question peut-être un peu générale, c'est est-ce que vous avez le sentiment que l'architecture d'entreprise a bien été mobilisée dans le cadre de cette démarche RGPD, et est-ce que, comment vous jugez effectivement ce degré d'implication, hein, donc avec une échelle qui va nous permettre effectivement de juger le niveau d'investissement. Alors l'ensemble de ces informations, bien sûr, vous seront restituées et seront dans le cadre du support du club, et l'ensemble de l'exercice sera détruit dans le mois qui vient. Bien, bah écoutez, c'est intéressant, hein, on voit effectivement, pensez-vous que le bon niveau d'investissement a été mis en œuvre au regard du niveau de risque RGPD spécifique à votre entreprise? Donc on a quand même une bonne, presque une 50% qui disent que c'est sous contrôle, hein, on va dire que c'est sous contrôle. On a quand même effectivement, à l'inverse, 12% qui pensent que dans leur entreprise, on est en risque, c'est-à-dire que le niveau de risque n'a pas forcément été suffisamment apprécié, et il y a nécessité effectivement d'avancer. Voilà. Et il y a une proportion de 30% qui disent plutôt oui mais.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un bon investissement, mais peut-être y a-t-il dans la durée des choses qui devront être reprises ou un traitement qui est passé à l'as ou des problématiques techniques qui sont à traiter. Merci. Alors, deuxième question. Durant ces 2 ans, quel a été le degré d'implication ou votre degré d'implication en tant qu'architecte d'entreprise avec les parties prenantes de la RGPD, DPO, DRH, etc. Donc, il semble qu'on a plutôt une majorité de moyens, pratiquement 44%, et 25% qui considèrent qu'ils ont été très fortement impliqués. Oui, 25% très fortes et 25% fortes, on est plutôt effectivement à un très bon niveau d'investissement fait sur la RGPD. Et 44% moyen et 6% plutôt faible. Ok, mais c'est intéressant, et donc on vous mettra ces résultats dans le support de notre réunion. Alors, ce deuxième volet-là d'exposé va être plutôt centré sur des aspects un peu d'organisation, finalement de l'observation que nous avons, pu constater sur les différents entreprises auprès desquelles nous intervenons, avec un zoom ensuite sur les chantiers et particulièrement certains chantiers que l'on pense fortement connectés en fait avec notre métier d'architecte d'entreprise. On a eu durant le temps de la montée en puissance de cette problématique RGPD, souvent une équipe projet qui a été montée et on a observé souvent que finalement le chef de projet, on va dire un peu juridique, avait pris la main pour devenir le Data Protection Officer ou responsable vie privée. Mais on a eu aussi des cas où c'était plutôt la DSI qui était à la manœuvre, je dirais, le temps de la préparation du projet. Et ensuite, effectivement, il y a eu nomination d'une personne qui n'était pas forcément, ou qui a été impliquée, ou qui n'était pas forcément complètement identifiée dès le début du projet, et qui a été nommé Data Protection Officer. Alors, clairement, Michel l'a évoqué, le périmètre du rôle, selon les entreprises, est assez variable. Bien sûr, ce que l'on regarde, c'est une certaine indépendance vis-à-vis des métiers, reporting direct à la DG, mais on voit effectivement, selon les entreprises, que ce DPO n'a pas forcément les moyens d'action d'une entreprise à l'autre, ou des moyens d'animation en fait comparables d'une entreprise à l'autre. Par contre, et c'est intéressant qu'on l'ait retrouvé d'ailleurs dans le sondage, il y a souvent une bonne proximité du DPO avec la DSI. Alors j'y reviendrai également un peu plus tard sur ce point. Souvent, la problématique de la RGPD a permis en son temps et permet encore aujourd'hui réellement à l'entreprise de revisiter ses modalités de traitement de données personnelles. Donc il y a souvent, et on reviendra sur la conduite des projets, le fait qu'il y ait une gouvernance RGPD en plus de la gouvernance SI permet effectivement un autre regard qui n'existait pas préalablement. On a également vu une montée en puissance, en fait, grâce à la RGPD, de la découverte, en fait, de shadow IT, donc ce qu'on appelle le shadow IT, donc de traitements qui finalement n'étaient pas connus de la DSI et qui sont repérés grâce à la RGPD. Et enfin, ce qui est important en fait dans le dispositif, c'est que le RGPD, ce n'était pas qu'un projet. C'était effectivement la mise en place d'une organisation dans la durée et d'une gouvernance dans la durée. Et souvent, c'est parfois là que le bas blesse un peu, parce qu'en fait, cette gouvernance, elle suppose un certain nombre de chantiers. Alors, les chantiers, c'est
donc une certaine segmentation qu'on a observée, qu'on vous propose ici. Il y a des chantiers autour du pilotage, donc piloter en tant que tel les chantiers de l'RGPD. Il y a la gouvernance du RGPD en tant que tel, c'est repérer les nouveaux traitements, réunir au moins une fois par an les responsables de traitement, sensibiliser en interne, parce qu'en fait la sensibilisation au traitement des données personnelles, c'est un peu comme Sisyphe, il faut tout le temps y revenir. Donc en fait, il y a effectivement cette dimension de gouvernance. Michel l'a évoqué, l'importance des Privacy Impact Assessment à mettre en place sur les traitements, sur les nouveaux traitements ou les traitements qui évoluent. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a de façon naturelle la proximité entre les parties prenantes de RGPD et la DSI est importante, vu qu'on peut tout à fait connecter les deux gouvernances, la gouvernance IT et la gouvernance RGPD. Et également tout ce qui est chantier documentaire. Donc derrière ce terme-là, il y avait eu un gros travail, je dirais, avant mai 2018, mais ça continue. Toujours faire en sorte d'avoir les meilleurs documents de politique vie privée à jour, à disposition des tiers, à disposition des acteurs internes. Sur les sites internet, donc il y a énormément de sujets à traiter. Le chantier des sous-traitants, Michel a évoqué effectivement cette importance en fait du sous-traitant et avec ce concept effectivement de sous-traitant, de responsable de traitement, comment mettre en contrôle les sous-traitances, obtenir de leur part en fait un certain nombre de documents d'engagement et de traçabilité. Et dans notre contexte, le rôle en particulier des éditeurs. Il y a clairement en fait un travail à faire auprès des éditeurs de logiciels pour collecter auprès d'eux en fait un certain nombre d'engagements. Le volet de la communication qui est un complément de la gouvernance, les chantiers de communication interne, et enfin le privacy by design et l'architecture d'entreprise. Donc sur ce dernier volet, je vous propose de faire un zoom. Les points d'attention qu'on observe nous avec nos clients sur ce que le RGPD implique en termes d'architecture d'entreprise. Alors sur la gauche, il y a trois thématiques qui sont plutôt liées à des questions de traçabilité, de documentation, l'importance de la documentation que Michel a rappelé tout à l'heure. Donc en premier lieu, le registre. Donc le registre, comment le crée-t-on ? Beaucoup d'entreprises ont commencé par faire un fichier Excel. On connaît la limite en fait de la mise à jour d'un Excel partagé. Quand on est en Excel, quand on est en collaboratif, ça peut le faire. C'était plus difficile avant d'être en collaboratif. Un des points qu'on a constaté, c'est que finalement le registre pouvait être assez naturellement rapproché en fait de nos travaux de cartographie de systèmes d'information, de gestion de connaissances sur les systèmes d'information. Donc il y a des articulations et certains de nos clients ont intégré le registre dans la gestion effectivement de leur connaissance en fait sur le SI. La gestion des risques. Donc là, souvent, selon les entreprises, il y a des dispositifs de gestion de risque. Or, on voit que le risque RGPD est en soi une tonalité de risque. Et donc, il y a une question qui se pose en termes d'architecture. Fait-on, je dirais, un dispositif de suivi de risque particulier ou un autre dispositif, ou intègre-t-on ce dispositif dans un dispositif plus global? Et enfin, tout ce qui est corpus de conformité, documentation, publication, donc traçabilité en fait, et accès en fait à cette documentation. Donc des questions aussi en termes d'architecture pour le stockage effectivement de ces informations. On reviendra dans l'exposé suivante sur tout ce qui va être consentement, réponse au tiers, dispositif d'alerte. Donc, effectivement, là, tout un ensemble de sujets où crée-t-on un dispositif spécifique ou une surcouche en fait, de notre SI.
Donc là, je laisserai en fait dans l'exposé suivant, où on va bien détailler en fait tout ce sujet. Et enfin, dernier volet que j'ai mis un peu à part, c'est tout ce qui a trait à la privacy by design, où clairement, en fait, les architectes d'entreprise, partie prenante en fait du cadrage de projet ou de la conduite de projet, peuvent aider le DPO à mettre en place au sein de la méthode de conduite de projet les bonnes checklists, les bonnes questions à se poser aux différentes étapes. Donc comme on le voit, il y a sur ce volet de mise en œuvre du RGPD, il y a du travail pour les architectes d'entreprise. Tout le volet, effectivement, à droite, on va le rebalayer dans l'exposé suivant, donc je propose d'avancer. Nous allons rentrer dans notre deuxième brainstorming. Alors, là, l'idée, je vais vous commenter les questions et nous allons rentrer en fait ensuite dans la session avec Laura. Donc, en fait, on vous propose de voir, de voir la problématique de votre entreprise de façon un peu globale. Et l'idée, là, c'est qu'on est dans une logique d'intelligence collective. Hein, donc, on va se raconter des histoires les uns les autres. Hein, on va essayer de capter ces histoires. Alors, peut-être qu'on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de les dépouiller. Par contre, on va vous les mettre à disposition. On va les digérer. Et dans le support qu'on va vous renvoyer suite à la conférence, on retrouvera toutes ces bonnes idées, ces bonnes pratiques, ou donc en vert, hein, post-it vert, ou en jaune, post-it plutôt jaune, difficultés ou des sujets qui restent à traiter et sur lesquels vous avez des difficultés. Et on vous propose donc je vais vous faire une petite démonstration, ensuite de classifier peut-être ces bonnes idées ou ces difficultés selon 6 familles. Bon, des difficultés, je vais prendre par le bas, par exemple, sur le privacy by design, on n'a pas encore réussi à intégrer dans notre méthodologie des bonnes pratiques où c'est une difficulté, où on a déjà fait une checklist bonnes pratiques sur le privacy by design, par exemple hein, dans notre méthode de conduite de projet. La famille 5, c'est tout ce qui est problématique de consentement, de collecte des consentements. On a des difficultés où on a des bonnes pratiques là-dessus. Sur la famille 4, registre, on a des difficultés où on a des bonnes pratiques sur la gestion du registre, et ainsi de suite. Donc pour les autres catégories, y compris la catégorie ou la famille réglementaire et juridique que Michel nous a présenté préalablement. Donc, encore une fois, merci de cette collecte. Hein. On va vous mettre ça dans les transparents du support. Et puis, je vous propose, merci de votre écoute, et puis je vous propose effectivement de passer à la suite. Merci beaucoup là, pour cette contribution riche là, sur le klaxon. On va passer donc au deuxième témoignage hein, de notre matinée par Romain Gauthier donc de la société Didomi sur la gestion des consentements et préférences des clients à l'heure du RGPD, retour d'expérience sur la mise en place d'un préférence center. Donc le sujet des consentements est un sujet délicat, hein, Michel Stern l'avait évoqué, et on est sur une problématique transverse qui est particulièrement délicate à maîtriser. Bonjour à tous, Romain Gauthier, je suis cofondateur et CEO de Didomi. Didomi est une société française spécialisée dans la gestion du consentement et des préférences. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter un retour d'expérience sur la mise en place de ce qu'on appelle chez nous un Preference Center. Donc c'est l'idée qu'on va fournir à nos clients un outil pour centraliser l'ensemble de leur consentement et préférences, afin de permettre à des marques assez variées, je reviendrai sur l'expérience du groupe Pierre et Vacances, donc, dans le secteur du tourisme, afin d'offrir à leurs clients à eux un espace dans lequel ces clients vont pouvoir gérer directement leur consentement et leurs préférences. Peut-être avant de rentrer dans ce témoignage, dans ce retour d'expérience, préciser ce qu'on veut dire par consentement et préférence, ça me semble être un point assez fondamental, avec notamment la nuance entre ce que sont des consentements et ce que constituent des préférences. J'aime bien commencer par ça parce que
Ça permet de resituer les enjeux également autour de ces notions-là. Le consentement, c'est vraiment un objet juridique, donc c'est un objet qui existe, qui a été défini dans le RGPD, qui existait auparavant sur certains aspects de traitement sur les données personnelles et qui donc voilà, contient un certain nombre de caractéristiques et doit respecter un certain nombre de critères pour être considéré comme valide, notamment le fait de pouvoir retirer son consentement aussi simplement qu'on l'a donné, un certain nombre de mentions d'informations qui doivent être proposées au moment du recueil du consentement, la notion de preuve derrière le consentement, l'idée qu'il faut être en mesure, aussi bien du point de vue de l'individu, donc du client qui exprime son consentement, que du point de vue des autorités de protection de données, d'apporter la preuve que le traitement effectué faisait bien l'objet d'un consentement. Et donc, c'est un objet juridique qui est apparu, enfin, qui a éclaté au grand jour avec le RGPD et qui pose un certain nombre de problématiques, des problématiques au niveau de la collecte, c'est-à-dire comment est-ce que je collecte un consentement valide au sens du RGPD, comment est-ce que je le stocke, comment est-ce que je le stocke notamment afin d'en apporter la preuve, mais comment est-ce que je le stocke aussi de façon utile pour mon entreprise, comment est-ce que je comprends le signal qui m'est envoyé par le client ou l'utilisateur qui vient d'exprimer son consentement. Et enfin, la dernière catégorie de problématiques qui est vraiment au cœur, à mon avis, des préoccupations des architectes d'entreprise, c'est comment est-ce que je distribue le signal de consentement. Un individu qui exprime un souhait au travers d'un consentement va s'attendre à ce qu'il soit respecté. Du point de vue de l'architecte, ça engendre toute une série de problématiques. Comment est-ce que je vais m'assurer que dans tous mes systèmes d'information, l'endroit où est traitée la donnée personnelle est au courant du consentement et du statut de consentement de la personne. Et donc ces trois aspects-là, c'est ce qui a donné naissance à des solutions comme Didomi, qui vont donc aider leurs clients sur ces trois aspects de la gestion du consentement. Et très vite, en fait, depuis 2017, on travaille sur ces sujets. On s'est aussi rendu compte que au-delà de la notion de consentement, les entreprises, les marques, on travaille aussi avec des grands groupes médias, avaient des attentes qui sont plus liées à leur relation client autour du consentement. Et c'est ce qu'on a défini par la notion de préférence. Donc c'est dans un consentement donné, par exemple, je consens à recevoir des sollicitations marketing et commerciales d'une marque. En fait, la marque va avoir envie également de mieux comprendre le périmètre de ce consentement au travers de ce qu'on appelle des préférences. Donc ça peut être des préférences par canaux de contact. Je préfère être contacté par email plutôt que par SMS, par courrier. Je souhaite être contacté pour cette catégorie de produits-là plutôt que telle autre catégorie de produits. Je souhaite être contacté à telle fréquence plutôt que tel autre. Et donc, c'est ce qui fait un peu la richesse de notre métier, c'est essayer d'aider nos clients à la fois sur l'aspect de gestion du consentement, qui est critique du point de vue de la conformité réglementaire, et également sur l'aspect relation client, qui est adjacent à la notion de consentement, pour permettre, au sein d'une relation client donnée, de construire cette relation sur la confiance au travers de la notion de préférence. Donc voilà, je voulais resituer ce contexte pour expliquer la nature de notre métier. Donc, petit rappel juridique, ça a été déjà un peu couvert, mais pour les gens qui souhaitent bien comprendre le cadre juridique dans lequel on opère, en France, il y a deux grands textes autour des notions de consentement. Le RGPD, bien entendu, qui date d'un peu plus de 2 ans aujourd'hui, qui définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Définition très large qui recouvre tout le champ des consentements possibles. Le RGPD précise également que pour certaines catégories de données dites sensibles, une forme de consentement plus dure sera requise. Par exemple, les données de santé nécessitent un consentement explicite qui est très strict. Donc voilà, tous les consentements ne se valent pas. Et d'autre part, pour d'autres typologies de données qui sont plus couvertes par la directive e-privacy, donc c'est toutes les données de type cookies, traceurs qui circulent dans toute navigation digitale aujourd'hui. Le texte encadrant
les traitements sur ces données personnelles et donc la base légale de ces traitements reste la directive e-privacy. Elle n'a pas encore été remplacée par une réglementation qui est toujours en préparation et qu'on attend depuis un certain temps. Mais donc, cette directive e-privacy, qui date un peu, a été transposée dans la loi informatique et liberté à l'article 82. Et elle précise que les accès ou inscriptions d'informations ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'utilisateur ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement, qui peut résulter de paramètres appropriés, etc. Et donc, on voit tout de suite que la notion de consentement n'est pas tout à fait claire sur certains points, donc le consentement cookie en particulier, et que donc ça nécessite un vrai travail sur de quelles données on parle déjà, de quelles données personnelles on parle, quelle va être donc la notion de consentement qui va être associée à ces données. Et ça va déterminer en grande partie le recueil du consentement, donc la phase de collecte que j'ai évoquée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de sites web considèrent de façon valable du point de vue de la CNIL à ce jour que le scroll, donc la capacité de poursuivre sa navigation ou de parcourir une page, est considéré comme ce que le RGPD appelle un acte positif clair pour le recueil du consentement cookie. Et donc une grande partie du métier d'entreprise comme Didomi, c'est d'aider nos clients à naviguer les exigences juridiques, réglementaires qui évoluent. Donc la CNIL, par exemple, a émis des lignes directrices sur la notion de cookie et traceur l'été dernier. Des recommandations ont été publiées au début de cette année et une période de transition s'est ouverte, va s'ouvrir en tout cas une fois que ces recommandations seront adoptées de façon définitive pour définir précisément ce que veut dire le recueil du consentement pour les cookies et traceurs, et un certain nombre de recommandations, de lignes directrices qui sont établies un peu partout en Europe sur ces notions-là, avec donc des vraies différences locales qui peuvent exister sur la notion de consentement valide. Donc, pour nos clients, c'est un problème, c'est-à-dire prendre en compte localement la bonne notion de consentement, le recueillir, donc le collecter correctement, en assurer la preuve et également s'assurer que, à la fois en interne et auprès de tous ces sous-traitants, ce consentement est respecté. C'est un vrai défi. C'est comme ça que nous, on est arrivé à la notion de preference center, donc l'idée qu'on va, au fond, aider nos clients à centraliser les consentements et préférences. Des consentements et des préférences qui peuvent venir de beaucoup de canaux. Tout le monde pense instantanément à son site web, peut-être à ses applications mobiles, mais dans la pratique, comme la relation client d'aujourd'hui est très éclatée, en fait, les signaux de consentement et de préférence peuvent venir de beaucoup de points de contact, aussi bien online que offline. Donc voilà, beaucoup de nos clients nous sollicitent maintenant sur la collecte du consentement ou la présentation d'un consentement au sein d'un call center, donc de personne à personne ou en point de vente. C'est des sujets qui commencent à arriver et qui sont parfaitement légitimes du point de vue des entreprises. C'est comme ça que se déroulent leurs relations clients. Elles n'ont pas à changer ça parce que le RGPD existe, c'est plutôt l'inverse, c'est comment prendre en compte les exigences du RGPD dans le cadre de cette relation client qui n'est pas forcément digitalisée, et néanmoins apporter la transparence, la capacité pour la personne de retirer son consentement de façon simple et efficace. Et donc ça passe par toute une série d'intégrations avec des dispositifs internes dans lesquels sont traitées la donnée personnelle, votre CRM, vos bases de données clients, votre référentiel client unique, et ensuite tous les outils qui vont être utilisés par un certain nombre d'équipes métiers autour de cette donnée personnelle. Donc on pense naturellement à l'équipe marketing, à l'équipe média, peut-être dans certains groupes, qui va faire de la publicité ciblée, par exemple. Mais en réalité, chaque métier, enfin chaque secteur a un certain nombre de sujets qui lui sont assez spécifiques. On a un client, Hilti, qui est donc spécialisé dans la location de matériel de construction, avec un dispositif de recueil du consentement qui est assez atypique, c'est-à-dire c'est des commerciaux qui sont sur des chantiers et qui vont recueillir le consentement auprès de chefs de chantier, par exemple, donc un recueil du consentement offline, et toute une série de traitements sur les données recueillies sur le chantier qui vont donc s'opérer sous condition du consentement de la personne.
avec donc ce qu'il fallait imaginer, c'était ce qu'on appelle un preference center. Comment est-ce qu'on va permettre à cet individu qui a donné son consentement sur un chantier de pouvoir le retrouver simplement. Notre objectif, c'est toujours de le mettre à un clic de son preference center et de pouvoir s'assurer que son consentement était efficace, c'est-à-dire s'il changeait d'avis, ça arrêterait effectivement les traitements effectués par Inti pour un certain nombre de ces activités sur les données personnelles de ce chef de chantier. Donc voilà les enjeux qu'on retrouve. Du point de vue d'un architecte d'entreprise, ce que j'ai décrit ressemble beaucoup plus souvent à ça, en fait. Donc c'est ce qui fait, je pense, la saveur et la richesse de vos métiers aujourd'hui. C'est le fait que les systèmes d'information aujourd'hui de n'importe quelle entreprise, mais particulièrement des grandes, sont complexes, avec du fait de ces multiples points de contact, de multiples points d'entrée de la donnée personnelle dans vos systèmes. Un effort qui est fait de digitaliser ça, donc de s'assurer qu'une grande partie de cette expérience passe sur des canaux digitaux. Et également, je pense que le deuxième enjeu qu'on voit se dessiner le plus souvent chez nos clients, c'est cette idée de centralisation, donc autour du CRM, autour d'une brique de data warehouse. Il y a un certain nombre de termes qui ont émergé sur le marché autour de cette idée de centralisation des données personnelles dans un système d'information, mais qui pose la question du point de vue technique, du point de vue de l'architecture, de comment est-ce que je prends en compte le consentement et les préférences dans un système aussi riche et aussi éclaté. Et en fait, la conclusion qui s'impose assez logiquement chez beaucoup de nos clients, c'est l'idée de construire ça comme un microservice à côté des services existants qu'on va chercher à relier à ces services avec plusieurs avantages à cette approche. Donc, isoler le consentement et les préférences par rapport aux autres services, ça permet d'avoir une base de données vraie du statut de consentement de la personne qui soit simplement requêtable, donc on puisse à tout moment vérifier ce que le statut de consentement d'une personne au regard d'un traitement qu'on s'apprête à effectuer sur ces données personnelles. Ça a un vrai bénéfice en termes de minimisation des données, c'est-à-dire décorréler en fait la donnée personnelle des permissions qui sont sur cette donnée personnelle est bénéfique en termes de sécurité. Ça permet de ne pas introduire des vulnérabilités dans un système d'information donnée en mettant tout au même endroit finalement. Et par ailleurs, ça permet aussi de traiter très très simplement un certain nombre de problématiques qui sont liées au fait que tous les systèmes ne sont pas au même niveau. Un certain nombre de vos systèmes sont des microservices correctement documentés sur lesquels vous pouvez envoyer des instructions en temps réel. Mais également, il faut en être conscient, dans toutes les entreprises, il y a des systèmes qui ne disposent pas de cette capacité de prendre en compte une information en temps réel, et donc pour le consentement, de prendre en compte le changement de consentement en temps réel avec des intégrations plus particulières. Qui sont nécessaires. Et donc, avoir le consentement et les préférences qui existent à côté d'un système d'information donnée permet de prendre en compte ces réalités-là et de s'assurer qu'on reflète correctement en fait les consentements et les préférences des personnes dans les systèmes concernés. Donc, c'est un sujet qui est nouveau, mais qui commence à être bien balisé. Pour ceux qui sont intéressés, Gartner a publié une étude sur la notion de consentement et de préférence, donc une catégorie logicielle dont ils sont en train de dessiner les contours, avec donc en résumé, pour vous montrer la façon dont Gartner pense à ce sujet, différents sujets à prendre en compte du point de vue de l'architecte d'entreprise. Donc là, la partie collecte du consentement et des préférences, en ligne, offline, par le biais d'autres dispositifs. On est de plus en plus sollicité sur la télé connectée, par exemple. Un client comme Orange avance sur les sujets de télé connectée parce que le cadre réglementaire lui permet de proposer de la publicité ciblée dans les téléconnectés de ses clients. L'enjeu devient comment est-ce que je m'assure que le client est au courant de ça, donc comment est-ce que je l'informe correctement et comment est-ce que je lui donne le contrôle, c'est-à-dire comment est-ce que je recueille son consentement et que je lui permets de modifier ses choix au regard de cette nouvelle possibilité qui m'est offerte en tant qu'opérateur télécom
d'utiliser les données personnelles. Donc ça, c'est toute la partie collecte. Et puis ensuite, voilà, construire une architecture qui permette de satisfaire les besoins du DPO et les besoins en conformité, donc la traçabilité du consentement, la notion de preuve, et rendre efficace la prise en compte des signaux de consentement, c'est-à-dire s'assurer qu'à tout moment, quelqu'un qui change d'avis ne recevra plus d'emails si c'est l'objet de son refus de consentement, ou les recevra à une fréquence moindre si c'est un changement de préférence, par exemple. Du point de vue du client, en fait, le Preference Center prend un aspect très concret. Donc, c'est l'idée que depuis votre email, depuis un site internet, depuis une application mobile, depuis un SMS, vous ayez la capacité d'accéder à un espace dans lequel vous retrouvez vos consentements et vos préférences. Et vous comprenez également, et ça c'est le deuxième enjeu du point de vue de la relation client du consentement des préférences, c'est vous comprenez d'où ça vient, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on considère que vous ayez votre consentement. Si vous avez donné votre consentement en magasin, vous avez envie de comprendre que c'était bien le cas. Vous avez envie de vérifier que c'était bien vous, etc. Donc un certain nombre d'enjeux derrière cette transparence sur la collecte du consentement qui s'exprime et donc on reflète dans les préférences centers de nos clients et de nos marques. Un aspect, un outil très intéressant de la relation client au sens du consentement et des préférences, c'est l'email, c'est la capacité de, notamment dans le cadre du consentement offline, d'informer la personne que son consentement vient d'être pris en compte et lui permettre instantanément de changer d'avis s'il a décidé que ça n'était plus pertinent de son point de vue. Et en fait, ce qu'on fait quand on construit un preference center avec une marque et qu'on construit tout ce genre de dispositif, c'est renverser un peu la vapeur, c'est-à-dire on passe d'un système dans lequel le client a peu, voire pas de contrôle sur ses données personnelles, à un système dans lequel le client a quasiment tout le contrôle sur ses données personnelles, ce qui est une vraie révolution copernicienne, donc une façon de penser sa relation client qui est assez radicalement différente de ce qui se faisait auparavant, avec des vrais bénéfices en fait qui sont mesurables, qui sont tangibles sur la capacité notamment à obtenir plus de oui que de non, donc à générer la confiance en fait, et également à mesurer l'impact de cette confiance, ce sur quoi je reviendrai un peu après. Pour parler d'un retour d'expérience très, très concret, le groupe Pierre et Vacances, qui a des problématiques en matière de consentement et de préférence qui sont forcément assez spécifiques à son métier d'acteur du tourisme, mais qui sont aussi, je dirais, transversales et qu'on retrouve chez beaucoup de clients avec des similarités entre la façon dont un Hilti qui travaille dans l'industrie et la location de matériel de construction et Pierre et Vacances vont traiter les consentements et les préférences de leurs clients. Donc, généralement, les groupes avec lesquels on travaille ne sont pas, c'est pas une seule marque, c'est plusieurs marques. C'est généralement des clients qui ne se trouvent pas seulement en France, mais dans plusieurs pays, avec donc la prise en compte des réalités locales du point de vue réglementaire à avoir en tête dans la construction du dispositif de recueil du consentement. Dans le cas de Pierre et Vacances, un aspect très intéressant qui était que le groupe Pierre et Vacances à une activité B2C, donc c'est la réservation de vacances dans des centres Pierre et Vacances, Center Park, etc. Mais également une activité immobilière qui représente une partie significative de leur chiffre d'affaires et qui, du coup, du point de vue du RGPD, posait des difficultés parce que prendre une amende de 4% de son chiffre d'affaires global pour un problème qui ne concernait que la partie B2C n'était pas quelque chose d'acceptable, enfin de tolérable du point de vue de l'entreprise. Et c'est ce qui a motivé, je pense, l'idée d'avancer assez rapidement sur ces sujets, de centraliser correctement les consentements et préférences et de se mettre en conformité, tout en ayant à cœur de le faire d'une façon qui soit utile pour le marketing. Et donc là, le résultat du travail qu'on a effectué avec eux, c'est la construction d'un Preference Center, donc qui est un espace pensé pour les clients Pierre et Vacances Center Park, dans lequel ils vont retrouver
leur consentement et leurs préférences, sous différentes formes, ça dépend du point d'entrée. Donc, si vous rentrez depuis un email, si vous rentrez depuis le site internet, depuis l'application mobile, l'idée que vous allez retrouver instantanément dans votre expérience, dans votre parcours client, la notion de consentement et de préférence et pouvoir agir dessus. Donc, soit vous désinscrire, c'est-à-dire faire un opt-out, soit faire changer d'avis, faire un opt-down par exemple. Donc, je ne souhaite plus être sollicité par téléphone pour la marque Sun Park, soit autre chose. Donc, enrichir votre expérience client en recevant des sollicitations pour une autre des marques du groupe. Et donc, c'est comme ça que Pierre et Vacances pense l'insertion du consentement et des préférences dans sa relation client, avec la prise en compte du consentement dit délégué. Donc, c'est comment est-ce que un agent d'accueil dans un groupe, dans un centre Pierre et Vacances va pouvoir prendre en compte soit un consentement pour une nouvelle offre, pour un autre centre de vacances, soit un opt-down ou un opt-out, c'est-à-dire un client qui va pouvoir lui indiquer qu'il ne souhaite plus être sollicité par des SMS pour la marque Pierre et Vacances. Comment est-ce que cet agent va pouvoir prendre en compte de façon effective ce changement d'avis du client avec un certain nombre de dispositifs qu'on met en place, donc des workflows qui permettent d'instantanément, au moment du recueil de cet événement de consentement, envoyer un email de confirmation à la personne. Et donc, c'est vraiment ce dispositif-là qu'on a construit avec le groupe Pierre et Vacances. Deux problématiques qui me semblaient particulièrement intéressantes et qu'on retrouve un peu partout pour ce groupe-là, c'est la notion d'identification et d'authentification de ses clients. C'est-à-dire comment est-ce que j'associe ce consentement à la bonne personne, au bon client. Groupe Pierre et Vacances disposait d'un référentiel client unique. Donc, un des objets de l'intégration de Didomi avec le groupe Pierre et Vacances a été de correctement prendre en compte la reconnaissance d'un client au moment de la collecte du consentement. Des vraies problématiques d'intégration de ce côté-là, et aussi des règles du coup qu'on a construit avec le groupe Pierre et Vacances pour le cas où le client ne serait pas forcément reconnu, avec des mécanismes d'authentification qu'on met à leur disposition par le biais d'un email qui va confirmer son identité, etc. Et donc, c'est ce qui fait la richesse, je pense, de notre métier, l'idée d'insérer correctement à tous les moments du parcours client, comme pour le groupe Pierre et Vacances, la notion de consentement et de préférence. Et c'est ce qui, je pense, a vocation aussi à grandir dans les prochaines années. C'est-à-dire comment est-ce que je repense la relation client en y intégrant la dimension de respect de la vie privée. Un des aspects les plus visibles, les plus tangibles pour vos clients, ça va être la façon dont vous allez gérer leur consentement et leurs préférences. Donc, Didomi, pour résoudre ces problèmes, on a construit une plateforme qui est pensée pour être ouverte, qui a été pensée pour permettre d'y inscrire des événements de consentement recueillis sur différents dispositifs, sur lesquels on va aider nos clients dans la phase de recueil du consentement au travers d'un certain nombre de SDK, de solutions adaptées à l'environnement en question, qu'il soit web, mobile, applicatif mobile, web pur, etc. On a beaucoup de modalités d'intégration du recueil du consentement en front-end chez nos clients. Et ensuite, notre enjeu, c'est de mettre à disposition le statut de consentement des personnes et toutes les modifications sur ce statut de consentement de façon très efficace, au travers d'intégrations qui ont été pensées, au travers de webhooks qui vous permettent de recueillir en temps réel, de vous abonner en temps réel au changement de statut, et au travers de streaming d'événements de consentement qui peuvent aussi servir à d'autres fins, à des fins d'analytics, mieux comprendre les comportements de ses clients, mieux relier ça avec vos enjeux business. Pour conclure assez rapidement, parce que le temps passe, un Preference Center, pourquoi en fait, ce qu'on observe de plus en plus chez nos clients, c'est le lien qu'il existe entre la notion de consentement et de préférence et les enjeux business, les métriques business. Et de plus en plus, on aide nos clients à mettre en place ce modèle de mesure des bénéfices
Donc, être plus transparent, redonner le contrôle à ses clients, construire une relation client sur la base de la confiance, en fait, ça peut se mesurer, on peut vérifier que c'est une bonne idée du point de vue de l'entreprise de procéder de la sorte. Et nous, à Didomi, on n'a pas de parti pris sur cette question, dans le sens où je pense qu'elle est assez ouverte. Si vous êtes un éditeur de contenu, un grand groupe média, vous êtes l'équipe par exemple, quand quelqu'un vous dit non aux cookies, vous perdez 50% du revenu sur cette personne, parce que la publicité ciblée représente l'essentiel de vos revenus en tant que média. C'est pas du tout vrai si vous êtes un grand groupe de luxe pour lequel, si quelqu'un vous dit non pour les cookies, ça vous empêchera pas de vendre autant de sacs de luxe à la fin du parcours client. Donc cette relation entre consentement et préférence et les métriques métiers, et aussi ce qui me semble intéressant de penser du point de vue de l'architecte d'entreprise, parce que c'est une des dimensions qui dépasse de très loin les simples exigences réglementaires et qui va, je pense, transformer un certain nombre de secteurs, c'est-à-dire la prise en compte correcte du respect de la vie privée dans les métiers va se traduire dans un impact sur les revenus. Et pour terminer, pour rendre concrète cette idée au travers de deux exemples, si vous êtes engagé aujourd'hui dans des programmes de remarketing, c'est-à-dire vous reciblez les gens qui passent sur votre site, à qui vous envoyez des emails par exemple, etc. En fait, le fait de générer des désabonnements, de générer du désagrément du point de vue de vos clients va avoir un impact direct sur votre revenu. C'est assez évident, mais en fait, on peut le mesurer. Et donc, c'est pour vous montrer pas à pas, en partant de la gauche, sur un trafic d'un site web donné, des hypothèses de taux de consentement et donc de taux de non-consentement vont conduire à diminuer progressivement le volume de données personnelles que vous allez pouvoir utiliser à des fins de remarketing. Et ça se traduit, je dirais, de façon tangible et mesurable dans une perte de potentiel de chiffre d'affaires. Et donc se pose derrière ces programmes-là la question de la relation client. Comment est-ce que je génère la confiance de façon à ce que les gens m'autorisent à utiliser leurs données personnelles à des fins de remarketing. Un autre exemple qui est encore plus répandu, c'est l'emailing. Générer des désabonnements d'emails, ne serait-ce que de quelques pourcents, a des effets très très importants en termes de potentiel de vos clients. Et donc du point de vue de l'architecte d'entreprise, et c'est aussi je pense un des éléments intéressants dans le discours à tenir avec les différentes équipes métiers, c'est de bien prendre en compte cette dimension-là, donc de correctement mesurer en fait la façon dont on met en place le consentement et les préférences dans un parcours client donné. Et en fait l'efficacité, c'est-à-dire toutes les intégrations, l'efficacité de la prise en compte du consentement se traduit de façon tangible et mesurable du point de vue de vos métriques métiers. Et c'est ce que nous, on observe de plus en plus. Et c'est, je pense, une des transformations majeures qui est induite par le RGPD. C'est en ça que le RGPD rentre directement dans la relation client et va affecter vos marques et vos entreprises. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. J'espère que ça vous a apporté un premier éclairage sur la notion de consentement et de préférence. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet. Merci. Alors, Romain, il y a quelques questions dans le fil de discussion. D'accord. C'est la proportion ou la part en fait de consentement offline et les travaux induits évidemment derrière en matière de mise en œuvre par rapport à ceux qui sont online et qu'on connaît évidemment un peu plus. Voilà. Bien sûr, je reprends le cas de Hilti, c'est quasiment exclusivement du consentement offline. Enfin, le recueil du consentement se déroule essentiellement offline. Hilti, c'est une activité B2C en fait, donc et voilà, j'ai beaucoup parlé de B2C, mais en fait on retrouve aussi ces notions-là pour des relations B2B également. La confiance, voilà, ça se génère un peu partout, quelle que soit votre activité. Et donc dans certains cas, c'est même plutôt intelligent de s'appuyer uniquement sur le recueil du consentement offline pour la partie collecte, parce que naturellement, quand quelqu'un vous pose la question, vous avez beaucoup plus tendance, c'est un biais cognitif bien connu, à dire oui que non, alors que quand on vous propose un bouton oui et non, c'est beaucoup plus facile de dire non. Et donc en fait il y a un vrai bénéfice à s'appuyer sur une collecte de consentement offline, et
dans offline, j'inclus aussi, par exemple, la relation téléphonique que vous pouvez avoir avec vos clients. Ce qui est essentiel dans la notion de consentement offline, qu'on appelle aussi consentement délégué, c'est de s'assurer qu'au moment du recueil, la personne est au courant qu'elle est en train de donner son consentement. Et donc il y a différentes façons de faire ça, mais la plus courante, c'est de déclencher automatiquement l'envoi d'un email de confirmation qui peut, dans certains cas, être un email de double opt-in. En Allemagne, par exemple, c'est nécessaire. Si vous recueillez le consentement de quelqu'un au téléphone, vous devez lui envoyer un email dans lequel il va devoir cliquer sur un bouton pour confirmer son consentement. C'est assez exigeant, mais néanmoins, c'est une vraie façon de montrer de façon très très tangible à vos clients que vous les respectez, vous prenez en compte effectivement leur choix et que ils peuvent à tout moment changer d'avis. C'est-à-dire dans cet email que vous leur envoyez, il y a un lien vers le Preference Center dans lequel la personne, en un clic, aussi simplement que beaucoup d'autres aspects de leur parcours client, va pouvoir changer d'avis. Et en fait, quand vous mettez à disposition ce genre d'outils très simples d'accès, très intuitifs, les gens vous font confiance en fait, et donc ont moins tendance à se désinscrire. C'est ce qu'on observe dans tous les chiffres qu'on mesure chez nos clients. J'avais une question au sujet finalement de l'expérience Pierre et Vacances là, que vous nous avez citée. Finalement, dans l'histoire de cette montée en puissance là, du consentement, est-ce que finalement c'est la direction marketing qui a tiré, ou est-ce que c'était le DPO, ou est-ce que c'était les deux? Je pense que c'est toujours un travail qui devient collectif très vite en fait. C'est-à-dire l'impulsion peut venir, l'impulsion vient très souvent de l'exigence réglementaire. Hein, donc plus le DPO qui a dans son agenda, dans son programme, la nécessité d'appuyer ses traitements sur une base légale. Et du coup, la base légale dans certains cas devant être le consentement, va devoir motiver tous ses collègues à le prendre en compte correctement. Et c'est là où généralement en fait la direction marketing, les équipes de relations clients vont commencer à très souvent à challenger l'idée. Voilà, il y a très souvent un refus initial ou en tout cas beaucoup d'objections au démarrage parce que forcément c'est une nouvelle façon de penser la relation client et ça peut être assez inquiétant, voire anxiogène pour certains qui ont construit des pans entiers de leur acquisition, de leur relation client sur le principe de personnaliser. Et donc remettre ça en cause, c'est remettre en cause une bonne partie de leur activité. Et donc c'est pour ça que les programmes qui réussissent chez nos clients sont des programmes dans lesquels les choses sont faites de façon progressive, c'est-à-dire on n'est pas obligé de tout mettre en place tout de suite, c'est-à-dire on peut s'intéresser à certains cas d'usage qui sont critiques ou qui sont consommateurs d'énormément de temps ou de frustration. Par exemple, tous les gens qui appellent vos call centers et qui ensuite envoient des emails incendiaires à votre DPO parce qu'ils continuent à être sollicités. Voilà, essayez de concentrer l'approche sur ces cas d'usage critiques et ensuite de là étendre ça à des cas d'usage plus cœur de la relation client. C'est une bonne idée. Alors, après, ça ne résout pas complètement la conformité réglementaire, mais en tout cas, c'est une façon de faire qui est assez efficace, donc qui est plus itérative que on va tout bouleverser d'un coup et se jeter dans le vide. Merci. Rapidement, une autre question. Comment l'utilisateur garde la trace de ses consentements? Sont-ils seulement disponibles dans l'entreprise? Alors, il y a deux dimensions à ça, effectivement. Donc, un des métiers de Didomi, c'est de stocker ça de façon à pouvoir en apporter la preuve. Donc on va faire une sorte de coffre-fort numérique, c'est-à-dire on va avoir une base de données dédiée à la preuve du consentement qui sera en accès lecture seule une fois que l'événement de consentement y aurait été inscrit. Donc ça permet d'avoir une preuve que tel consentement a été collecté dans telles conditions à telle date, et en cas de contrôle par la CNIL, vous avez cette base de données qui fait office de preuve. Pour la petite histoire, on avait sollicité la CNIL pour que cette base de données soit sur une blockchain dont il serait partie prenante, c'est-à-dire dont la CNIL validerait chaque inscription pour résoudre définitivement ce problème de preuve du consentement. C'était probablement un peu tôt. Je ne désespère pas qu'un jour on arrive à ce genre de mécanisme assez intelligent, dans le sens où il n'y aurait plus besoin de contrôle, étant donné que on pourrait valider au moment de l'inscription dans la base de données le caractère de preuve inéluctable de l'événement qu'on y inscrit. Bref, c'était la petite histoire, mais donc voilà, c'est comme ça que nous on réalise cette preuve. Donc cette preuve, bien entendu, elle est à disposition du DPO, de l'autorité de protection des données, si vous êtes contrôlé. Et ensuite, dans la notion de preuve, il y a
il y a l'aspect relation client. C'est comment est-ce que je propose à mon client de comprendre comment est-ce qu'il a donné son consentement, à quel moment, à quel endroit. Et ça prend souvent la forme d'un historique qui fait partie du Preference Center. Donc, ça fait partie de l'expérience client que vous proposez en front-end dans le Preference Center de la marque. Qui lui permet de comprendre que tel jour à telle heure, il avait dit oui pour recevoir ses emails. Il a été dans le call center, il a dit oui pour recevoir des SMS, etc. Merci beaucoup.